Oui, ça s'appelle parangonnage sur le livret. Je vous mets tout de suite à l'aise. Parangonnage, je ne savais pas ce que ça voulait dire personnellement. Bon. Ça veut dire simplement qu'on s'est intéressé à comparer la manière dont nos voisins européens raisonnaient la fertilisation azotée. Car il faut dire que c'est quand même pas une chose très facile à présenter, la fertilisation azotée. Quand je suis arrivé à Bordeaux Sciences Agro, celui que je remplaçais, la première chose qu'il a dit, il va renseigner la fertilisation azotée, parce que je crois qu'il en avait marre de l'équation, parce que déjà à l'époque, l'équation était presque aussi longue qu'aujourd'hui. Donc j'ai hérité de la lourde tâche d'enseigner la méthode du bilan azoté, comme il se doit dans toute école d'agronomie. Et voilà la réaction atterrée des étudiants en la découvrant. Et cette réaction est somme toute normale. Car qu'est-ce qu'elle est longue, cette équation? Alors, mais pourquoi est-ce qu'elle est si longue? Et derrière cette question, c'était, mais les autres, c'est pas possible qu'ils fassent aussi compliqué que nous. Et c'est ce qui a, entre autres, motivé cette étude de parangonnage, c'est de savoir si on ne pouvait pas aller chercher des idées plus simples ailleurs qui marchent aussi bien. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est si longue? On est quand même dans un pays avec énormément de fromage, donc de variabilité pédoclimatique. Rien que la Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi grand que la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, qui ont chacun leur propre méthode. Alors finalement, une méthode à peu près homogène par région, on a de la chance. Puis en France, on sait bien qu'on n'arrive pas à faire très très simple. On organise et on a fondé le concours de la médaille Fields des mathématiques. C'est pas pour faire une équation à deux variables, quand même. On est français. Donc, bon voilà, face à cette complexité de la méthode, vraiment le réflexe est d'aller chercher comment font les autres pour voir s'il y a des idées de simplification à les trouver et voir s'ils basent leur raisonnement de la fertilisation azotée sur d'autres concepts. Alors nous avons basé nos enquêtes sur deux réseaux parallèles. Donc il y avait un réseau il y a 4 ans qui était actif, un réseau européen de recherche sur les sols, le JP Sol. Et là, il y avait déjà une enquête en cours complètement indépendante de ce que l'on faisait au Comifère sur un certain niveau de comparaison des méthodes de fertilisation, pas qu'azotée, à l'échelle européenne. Donc là, alors c'était sur les grands principes, ça n'allait pas dans le détail, comment est-ce qu'on fait concrètement, quelles sont les variables, c'était les grands principes. N'empêche que là, on a pu déjà dégoter quelques contacts que l'on a complétés avec des contacts un peu plus personnels des gens du Comifère. Et donc ça fait... au final, on a enquêté les 10 pays qui étaient les plus proches de nous sur le plan géographique et puis aussi pédoclimatique. Donc voilà, ça c'était le réseau. Et sur la méthode, on a demandé aux collègues de nous envoyer les papiers, enfin, quelque chose qui décrit la méthode. Comme nous, on a par exemple notre brochure du bilan azoté. Voilà, on leur a présenté notre brochure, puis on leur a demandé, et vous, est-ce que vous avez quelque chose d'équivalent? Et puis à côté de ça, on a fait aussi une approche plus d'application numérique. Une fois qu'on a récupéré leur méthode, pour être sûr qu'on avait bien compris, on a appliqué à tous les pays 2 scénarios, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, agricoles, et puis on a comparé les préconisations. Mais c'est basé évidemment là que sur des résultats d'équation. Alors, au niveau des premiers résultats, donc déjà les brochures nationales, il n'y en a pas toujours d'aussi bien formalisées que chez nous. Je ne dis pas du tout que la France est la seule à avoir une si belle brochure et aussi longue. La Suisse a aussi une brochure sur la fertilisation très bien faite, très explicite en français. Bref, vous avez ici la liste de ce qui nous a permis de comparer notre méthode avec les autres documents les plus officiels utilisés par les collègues européens. Parfois, on ne trouve rien sous format papier, mais il faut aller sur des sites internet. Donc c'est assez variable quand même comme qualité et comme degré de compréhension, mais en tout cas, c'est les documents sur lesquels nous avons basé notre comparaison. Et finalement, le grand résultat de cette étude de comparaison, c'est que finalement, tout le monde fait du bilan, qu'ils le disent explicitement ou pas, comme on va le voir, hein, mais tout se ramène finalement à répertorier des entrées, des sorties, à faire une différence. Alors après, il y a des tas de petites
subtilités qui font que toutes les méthodes ne se ressemblent pas. Mais grosso modo, rien de neuf sous le soleil, tout le monde fait du bilan. Voilà. Vous avez ici les pays qui sont rangés par ordre décroissant de nombre de variables utilisées. Ah ben voilà Caddy, qui nous a aidé à faire cette présentation. Donc ça part de la France qui a à peu près une dizaine de variables, etc. Et puis ça va en bas du tableau aux pays qui proposent des calculs avec un nombre très restreint de variables. Si vous voulez, les variables, je peux les passer en revue avec ce graphique, avec de haut en bas les variables les plus utilisées, quasiment par tous, et en bas des variables qui ne sont utilisées que par quelques pays. Et parmi les variables que vous avez sous les yeux, il y a même des variables qui ne sont pas explicitement utilisées dans la méthode française. Alors après, la méthode française, il faut que je vous avoue que j'ai très vite converger vers la méthode utilisée en Nouvelle-Aquitaine, que je connais la mieux. Donc quand je vous parlerai à présent de la méthode française, ce n'est pas l'équation très générale qu'on retrouve dans notre guide, c'est celle utilisée par Le Graine Nouvelle-Aquitaine en ce qui me concerne. Donc il y aura un petit tropisme régional, parce que nous avons chacun notre méthode. Donc là, je parlerai de ce que je connais le mieux. Donc parmi les variables les mieux partagées, le prélèvement par la plante, donc 10, ça veut dire 100%, enfin c'est les 10 pays ont cette variable-là dans leur équation. L'effet direct des produits résiduaires organiques est quasiment commun à tous. Et puis après, vous avez des variables qui ne sont explicitées que dans 2 pays, par exemple les pertes atmosphériques. Alors, elles ne sont peut-être pas décrites de manière très détaillée, c'est peut-être juste une constante, mais enfin, elle est dans l'équation. Voilà. En bas, on a aussi l'azote apporté dans l'eau d'irrigation, qui n'est partagé que par 2 des 10 pays, dont le nôtre. Le coefficient apparent d'utilisation, c'est une variable un peu spéciale, parce que ce n'est pas ni une entrée ni une sortie, c'est un coefficient qui nous permet d'intégrer justement des choses qu'on a du mal à quantifier. Donc à la fin, on divise par 0,8 et puis ça fait 20% de pertes un peu pas quantifiables. C'est le coefficient apparent d'utilisation. Donc c'est une autre manière de faire une équation du bilan. Et là, cette équation apparent, ce coefficient était utilisé explicitement uniquement par 3 pays, dont la Nouvelle-Aquitaine. Alors justement, au niveau de ce qui peut nous différencier au niveau des pays, c'est qu'il y en a vraiment qui disent c'est une équation, et on a l'équation comme celle que vous connaissez peut-être, x égale les sorties moins les entrées. Et puis ensuite, il y a des méthodes, donc à la base, c'est que des variables entrée-sortie, mais c'est présenté dans un papier cadeau qui parfois simplifie un peu les choses. Donc il y a certains pays qui donnent des doses, je crois que c'est les doses pivots. D'ailleurs en France, on a pour certaines cultures aussi des doses pivots, c'est-à-dire on donne un chiffre, et puis selon les conditions du milieu, ce sera plus ou moins autour de ce chiffre-là. Mais quand on va dans le détail, on s'aperçoit que ce qui construit cette dose pivot, c'est un bilan. Sauf que les pays ont fait les calculs à l'avance, ils nous ont un peu facilité le travail. Mais il y a donc des pays qui expriment la méthode selon une dose pivot, et puis des pays comme l'Angleterre, enfin tout au Royaume-Uni, qui utilisent... alors, ça serait plusieurs doses pivots en fonction de plusieurs situations pidoclimatiques. Donc, il y a déjà des calculs pré-mâchés. On rentre dans des tableaux avec pourcentage d'argile, pluie hivernale. Et puis là, on a par exemple un Soil National Supply, c'est un peu l'offre du sol. Voilà, offre naturelle du sol en azote. Et selon les contextes pédoclimatiques, avec ce SNS, ça nous renvoie à des doses d'azote à apporter. Donc, c'est entre l'équation du bilan et la dose pivot. Quelque chose aussi à souligner à propos de ces équations, c'est qu'elles peuvent être utilisées plus ou moins dans la réglementation, et ça peut, mine de rien, influencer un peu le résultat. On peut en effet imaginer ou faire l'hypothèse qu'une équation qui serait utilisée telle qu'elle pour faire un contrôle aurait peut-être tendance, pour ne pas pénaliser 90% des agriculteurs, à avoir des préconisations un peu plus larges que des équations strictement basées sur des processus physico-chimiques, biologiques, où on va exactement calculer la bonne dose, et après l'agriculteur peut appliquer des coefficients de correction, etc. Donc, selon que les pays
selon que la réglementation des pays utilise les équations directement pour la réglementation ou pas, ça nous a semblé peut-être une information utile à avoir pour comprendre ensuite s'il y a des différences entre les pays pour un même scénario. Bon voilà, donc ça c'est pour l'aspect un peu théorique, et ensuite on passe à la partie application numérique. Donc on est parti sur deux scénarios. Un scénario, alors on a fait un bilan sur du blé, dans une ferme purement grande culture, et puis dans une ferme polyculture élevage, voilà, et sur un sol, donc on a pris un sol hyper commun en Europe, un sol limoneux, fluviatile, légèrement acide. Donc on a envoyé à nos 10 collègues, enfin à nos 9 collègues européens, les scénarios agricoles, les caractéristiques du sol, et puis on leur a dit, dites-nous quelle est la fertilisation que vous recommanderiez dans ce cadre-là. Voilà, ça c'était pour le pourcentage de culture des 2 jours. Vous avez des tableaux de mètres, comme ça on a fait nos 5% de culture. Alors, voilà les scénarios qu'on a envoyés au laboratoire. Alors, c'était des conseillers plutôt, des conseillers d'agronomie. S'il y avait eu l'équivalent du comifère, c'est vraiment les gens à qui on se serait adressé. On n'est pas allé chercher des chercheurs, on est vraiment allé chercher des conseillers de conseillers sur la fertilisation azotée. Donc, par exemple, en culture pure, le rendement attendu du blé, c'était 70 quintaux par hectare. En polyculture élevage, c'était plutôt 50. Et ça, c'est le tableau qui récapitule l'ensemble des variables qui étaient nécessaires pour faire tourner toutes les équations de tous les pays. Donc là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas utiles pour la France, mais qui étaient peut-être utiles pour l'Allemagne. Donc il a fallu construire un scénario où tous les pays puissent ensuite faire le conseil. Résultat. Donc à gauche, vous avez en vert les préconisations pour le blé en polyculture, et à droite, en marron, les préconisations pour le blé dans le scénario polyculture élevage. Si on compare gauche et droite, on s'aperçoit évidemment que la préconisation de fertilisation à droite est plus faible, puisqu'on a, vous l'avez peut-être lu dans le tableau précédent, on a utilisé du fumier. Je vais peut-être vous parler de la dose. C'est 15 tonnes de fumier épandu tous les 3 ans à 0,5 ou 0,6% d'azote dans la matière brute. Donc c'est bien sûr normal qu'à droite, la préconisation soit moindre, puisqu'on a tenu compte quand même de la valeur amendante du fumier. Ce qui saute aux yeux quand même, c'est les grandes différences entre les pays sur la gauche et la droite. Par exemple, la Belgique à gauche qui préconise une centaine de kilos et le Luxembourg 210. En gros, ça va de 1 à 2 pour un scénario à peu près identique. C'était des scénarios identiques et des sols homogènes. Alors, comment expliquer cette variabilité? Est-ce que plus l'équation est longue, plus on met d'azote, ou est-ce que plus... il n'y a pas de raison de considérer que plus l'équation est longue, plus je ne sais pas quoi. Mais enfin voilà, là vous avez le nombre de variables sur l'axe des x, la dose sur l'axe des y. Il n'y a pas de relation entre la longueur, la complexité de l'équation et la dose appliquée. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait une, mais voilà, au moins s'il y a une question là-dessus, la longueur ne fait pas la dose de l'équation, la complexité ne fait pas la dose. Ce qu'on a voulu aussi regarder, c'est l'aspect réglementaire. Quand je dis qu'il n'explique pas tout, il n'explique rien. En gros, vous avez là le code couleur avec très lié à la réglementation, lié partiellement. Par exemple, je nous ai mis lié partiellement parce qu'on ne vérifie pas la dose, mais on vérifie quand même qu'on applique l'équation. Donc on n'est pas trop fortement engagé, mais on n'est pas complètement détaché de la réglementation. Donc ce n'est pas ça non plus l'hypothèse qui explique les choses. Et je n'aurai pas beaucoup d'explications, si ce n'est que là je vais vous montrer que parmi les 2 variables les plus partagées, qui sont le prélèvement par les cultures et ce qui est apporté par les fumiers, on ne considère pas du tout les mêmes valeurs selon les pays. Donc ça, c'est par exemple le coefficient, alors c'est quelque chose que j'ai pu recalculer a posteriori, le coefficient équivalent engrais de l'azote. Donc ça va de 10 à 40% pour ce fumier appliqué à la saison où je l'ai donné. Et là où il y a les croix, c'est les situations des pays où l'on tient compte des arrières-effets. Donc il y a des grosses différences sur la manière de prendre en compte l'azote dans les engrais organiques. Quant au prélèvement par les cultures, l'écart est un peu plus resserré, mais je ne comprends pas non plus d'où vient cette variabilité sur ce qui est considéré être prélevé par la plante.
Enfin voilà, normalement le blé chez nous c'est à peu près 3 kg par quintal, donc 3 x 7, 21. Les 210 kg c'est pour la France. Et comment ça se fait qu'il y a des pays qui considèrent moins alors qu'ils ont bien calculé pour le même rendement? Peut-être qu'on ne parlait pas exactement de la même chose. Voilà, ça c'est pour l'explication sur les différences. Et puis ce qu'on a quand même pu apprendre un petit peu de nos voisins, alors là on n'est plus sur comment est-ce que vous raisonnez, mais c'était des petits à côté, c'est qu'en Allemagne, en Suisse et peut-être dans certaines régions en France, à côté du bilan parcelle, du bilan azoté, on oblige aussi, et là c'est réglementaire dans le cas de l'Allemagne, à faire des bilans à l'échelle de l'exploitation agricole. Et aujourd'hui en Allemagne, si on dépasse 170 kg d'azote par hectare d'exploitation agricole, il y a une amende. Donc c'est un double bilan en Allemagne qui est demandé, c'est à la parcelle et à l'exploitation agricole, qui tient compte du coût des aliments qui rentrent sur l'exploitation. Donc ça, c'est demandé dans les régions d'élevage. Autre aspect qui nous a semblé intéressant de vous faire part, c'est que dans certains pays, notamment en Belgique, alors je ne sais pas si c'est dans toute la Belgique ou seulement en Wallonie, mais qu'il y a des exigences sur les valeurs de reliquat à la récolte, et que, bien sûr, j'imagine qu'ils ont des références annuelles par type de sol et par culture, mais si on dépasse une certaine valeur, eh bien, on perd certaines aides de l'Europe. Donc, en conclusion, l'harmonisation, parce qu'il y avait quand même une volonté un petit peu derrière le parangonnage de regarder s'il y avait un espoir d'harmoniser. Est-ce que c'est faisable d'harmoniser les règles de fertilisation azotée à l'échelle de l'Europe? Probablement, puisqu'on raisonne quand même tous sur un bilan, même si dans les faits, il y a quelques nuances dont j'ai déjà parlé, par exemple la manière de présenter les choses. Quand on va dans le détail, tout le monde régionalise. L'Espagne régionalise, l'Italie, nous régionalisons, l'Allemagne aussi. Donc derrière, quand je dis les pays, en fait, derrière, il y a quand même des régions qui font aussi leur propre, enfin, qui ont des adaptations de méthodes nationales, comme chez nous, etc. Est-ce que c'est souhaitable d'harmoniser? En tout cas, c'est un souhait de l'Europe que nous harmonisions les outils de diagnostic et de gestion de la fertilisation azotée. Donc il y a ce projet FAST qui est toujours dans les tuyaux et dont on devra s'emparer à un moment donné. Et alors, pourquoi faire? Je rappelle quand même que le raisonnement de la fertilisation, si on essaye de l'améliorer, ça aura au moins deux bénéfices. Ça fera économiser de l'argent aux agriculteurs. Ça, c'est la présentation de Roger ce matin qui disait qu'on gagne de l'argent en raisonnant mieux parce qu'on peut avoir des rendements meilleurs ou parce qu'on peut économiser de l'engrais. Et puis il y a toujours cette problématique en Europe de la qualité des eaux qui ne se détériore pas, mais qui, malgré beaucoup d'efforts, là c'est les teneurs en nitrate, ça ne diminue pas très très vite. Alors c'est vrai qu'on se prend des températures en moyenne plus élevées, que ça contribue à la minéralisation et que ça serait peut-être pire si on ne faisait rien. Mais en attendant, c'est vrai qu'au niveau européen, on n'a pas encore réglé totalement nos problèmes de qualité d'eau. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre aux questions. Merci Lionel. Personne ne dort. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, il faut toujours vous lever, et etc. on va vous donner un micro. Merci. Jean-Paul Hamon, Chambre d'agriculture de Bretagne. Je voudrais parler, j'ai bien noté le classement qui a été fait sur les différents pays en Europe. Je voudrais parler d'un petit pays qui s'appelle la Petite-Bretagne. Non plus la Grande-Bretagne, mais la Petite-Bretagne, qui, je pense, pourrait être largement dans le côté gauche de votre classement quant à l'intégration de l'équation de bilan dans la réglementation. Et je voudrais savoir de quelle façon on pourrait faire en sorte que l'intelligence agronomique puisse avoir retrouvé sa place dans l'interprétation des choses et ne pas tout laisser à l'intelligence artificielle le soin de juger du bien fondé du choix de telle ou telle valeur dans le calcul de la dose. Parce qu'aujourd'hui, on en est là, juste pour vous informer, on envisage, l'administration en Bretagne envisage de demander que l'intégralité des données qui servent à construire un plan de fumure et un cahier de fertilisation, donc c'est des centaines de données, soient télédéclarées tous les ans, pour qu'ensuite, un algorithme, je ne sais quoi, vérifie si les choix qui ont été faits par l'agriculteur avec son conseiller sont les bons ou non.
Alors, il est vrai que dans ce tableau, la dose vraie, on ne la connaîtra jamais. Il y en a qui en mettent moins, d'autres qui en mettent plus, mais la vérité, je ne sais pas du tout où elle est, et si ça se trouve, elle n'est même pas, elle est même pas là-dedans. Donc déjà, on ne sait pas quelle aurait été la bonne dose de mon scénario. Je ne dis pas que c'est la Nouvelle-Aquitaine, ou voilà, premièrement. Ensuite, si tant est qu'il y ait une dose qui ait pu être trouvée par une équation, ce à quoi nous travaillons aujourd'hui au Comifère, c'est de donner un écart. Il y a la valeur, plus ou moins combien. Donc ça, c'est en cours, avec des outils qui ne sont pas totalement artificiels. Après, ça, si ça peut nous aider à aller plus vite. En tout cas, je sais que le groupe Azote travaille sur la précision de la méthode, et c'est aujourd'hui pour ça aussi que réglementairement, on ne peut pas aller plus loin juste que de dire bah, faut respecter l'équation, ce qui n'engage pas très, ce qui pourrait nous engager plus, c'est de dire c'est ce chiffre plus ou moins 20. Voilà. Bah, j'espère que dans 2 ans, on en sera là. Quant ensuite à votre remarque, bah, je n'y réponds pas, hein, c'était un avis. Une autre question là, un petit peu en hauteur. C'est moi le premier. Alors pour le caméraman, c'est à gauche de Jean-Yves Tourlière. Raphaël Pau, INRAE. Récemment, côté INRAE et côté Arvalis, on a développé des méthodes innovantes CHN Conduite et APN qui s'affranchissent du calcul de dose et du reliquat sortie hiver. Je me demandais si dans votre recensement par engrenage, vous avez identifié chez nos voisins européens des approches similaires. Alors c'est sûr que s'ils étaient venus nous demander comment on raisonnait, on leur en aurait parlé. On aurait dit notre méthode officielle c'est le bilan, mais il y a quelque chose qui monte derrière, qui s'affranchit notamment de l'estimation du rendement, qui est le point faible un des points faibles de la méthode. Et donc à ma connaissance, ils ne nous en ont pas parlé. Et je ne suis pas arrivé en disant quelle est votre équation du bilan. Hein. Vraiment, comment est-ce que vous raisonnez la fertilisation? Donc, à ma connaissance, ils ne nous en ont pas parlé. Et alors peut-être que maintenant, c'est peut-être vous qui êtes le mieux placé pour savoir si ça se fait ailleurs. Et ça se fait ailleurs alors? Non, c'était vraiment une question de curiosité, je ne sais pas. Alors, les questions, enfin, c'est plus un témoignage, parce qu'on a régulièrement l'intervenante, alors je ne sais plus son nom, au Comifère Statut acido-basique du Luxembourg, et à chaque fois on est impressionné des cartographies de son pays qu'elle a. Ils ont une obligation d'analyse, et ils cartographient la BDAT, mais c'est puissance 1000 chez eux au sens connaissance de leur sol. Et je suis donc très surpris de la faiblesse, entre guillemets, déjà qui soit très élevée au niveau de l'azote. Je ne pense pas que ce soit pour la souveraineté alimentaire du Luxembourg. Enfin, peut-être, je fais pas de. Mais je suis très surpris que ça soit aussi faible entre guillemets en critères agronomiques côté diagnostic fertile, alors qu'ils ont une parfaite connaissance de leur sol. Oui, alors c'est Simone. Merci, et peut-être qu'elle est d'ailleurs en visio. Je pense qu'elle souhaite aussi s'appuyer sur les résultats qu'il y a là pour faire évoluer les choses chez elle, je crois. Et moi, j'ai interprété ça comme... c'est vrai qu'il y a quand même une corrélation, je ne l'ai pas faite, entre la taille du pays et le nombre de variables, quand même. C'est-à-dire que la diversité pédoclimatique fait qu'on a quand même plus ou moins besoin de variables. Mais en tout cas, voilà, le résultat, elle en a bien pris conscience. Et je crois que comme certains de ses autres collègues, parfois on s'appuie sur ce genre de résultats pour retourner un petit peu vers les politiques en disant là, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'on est un petit peu haut par rapport à la moyenne. Mais c'est vrai qu'ils ont une très très bonne connaissance de leur sol, dont je ne connais pas l'hétérogénéité, quoi. Y a-t-il une autre question? Apparemment, on a fait le tour et on a récupéré le temps de retard. Donc là, merci Lionel. Merci. Et je vais accueillir Charles Desmal qui va